Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Nina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Leanne Walters. Leanne est une Shihan de Jikiden Reiki avec un riche parcours dans le Reiki, mais également dans l'aide thérapeutique et la guérison somatique à travers plusieurs formes dont nous parlerons durant cet épisode. Elle enseigne, pratique et propose des soins à Londres, en Grande-Bretagne. J'ai hâte de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et voilà, et bonsoir, konbanwa, Leanne. Bonsoir, Nina. Yokoso, bienvenue sur Reiki Banashi. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui et o genki desu ka, comment vas-tu? Je vais vraiment bien. Je ressens beaucoup de gratitude. Donc tout d'abord, j'aimerais te remercier pour m'avoir posé ces questions que tu vas me poser. Mais moi d'abord, parce que ça m'a vraiment fait m'arrêter et réfléchir. Tu sais, d'habitude, je suis très orientée vers les objectifs, toujours tournée vers l'avenir, mais en fait, le timing de tout ça s'aligne assez bien avec là où j'en suis en ce moment. Et donc, essayer de ralentir, de réfléchir un peu à mon parcours a été vraiment agréable en fait. Et ça m'a donné une sorte de... Oui, un sentiment renouvelé de sens, je pense. Juste ralentir et regarder en arrière et ressentir la gratitude pour les personnes dans ma vie et pour le parcours du Reiki. Donc j'espère pouvoir communiquer ça clairement aujourd'hui parce que c'est un long parcours. Oh, et j'ai tellement hâte que tu le partages avec nous. C'est vraiment ce dont parle ce podcast, tu vois. Je suis tellement reconnaissante que tu aies accepté l'invitation. Oui, et je te suis reconnaissante parce que tu réponds à l'appel du Reiki. Ce que tu fais, c'est diffuser du Reiki, n'est-ce pas? Je veux dire, est-ce que tu peux imaginer si on avait un podcast de Usui Sensei qui parle, tu vois, à son époque? Imagine si on avait ça. Mais ce que tu fais, c'est que tu crées une trace de toutes ces personnes qui ont eu des expériences directes avec le Reiki. Et un jour, tu sais, ce sera une grande ressource pour les gens de pouvoir revenir en arrière et entendre des histoires personnelles. Donc c'est vraiment incroyable ce que tu fais, c'est merveilleux. Tu sais, j'apprécie tellement le processus. Donc c'est presque sans effort, parce que j'aime tellement entendre les histoires des gens. Et c'est ce qui rend tout encore plus merveilleux. Parce que, tu sais, mettre de la lumière partout où je rencontre des personnes incroyables, comme toi, ou des personnes de notre communauté, comment est-ce que je ne pourrais pas partager ça avec le monde, n'est-ce pas? Comment est-ce que je pourrais garder ça seulement pour moi? C'est tellement génial. Donc je pense que c'est l'esprit de ce podcast. Enfin, j'espère. Oui, et c'est mieux, c'est mieux, c'est juste différent. C'est agréable de pouvoir entendre des voix plutôt que de lire un livre. Tout le monde ne peut pas lire un livre ou prendre le temps de lire un livre. Donc c'est agréable de pouvoir réellement écouter et se connecter de cette manière. Oui, super, oui, merci Léane. Et oui, juste pour donner un peu de contexte, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en mars, je crois. À Margate. À Margate, exactement, au Royaume-Uni, pour le séminaire Okuden d'Amanda Jane chez Helen. C'était Okuden? Oui. Oui, exactement. Exactement. Et c'était un merveilleux séminaire. Et oui, c'était tellement beau de voir aussi la magnifique communauté là-bas. Et tu sais, les moments qu'on a partagés ensemble pendant le séminaire, mais aussi en dehors, après le séminaire, ça, je le porte vraiment dans mon cœur. Et oui, j'en suis tellement reconnaissante. Et comme si c'était pas assez, plus tard dans la même année, nous nous sommes revus à Eressos en Grèce,
On a passé du temps ensemble avec Arjava, dans le dojo de Frank Arjava Peter, pour son dernier séminaire de Jikiden Reiki, qui a été une expérience tellement profonde et belle. Ouais. Tu vois, quand j'y pense, je me dis toujours les derniers des Shihan. Bien sûr, ce ne sont pas les derniers des Shihan, mais les derniers Shihan des Shihan d'Arjava sous Jikiden Reiki. Ça me fait penser à ce film, Le dernier des Mohicans. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire. Mais quel moment c'était? C'était un moment incroyable, n'est-ce pas? Oui. Très privilégié d'avoir vécu ça dans cet endroit magnifique aussi. Ouais, je me souviens qu'à un moment donné, tu as dit « c'est un moment historique » et je me suis dit « oh là là, elle a tellement raison ». Oui. Quand il a donné le certificat à Esther. Oui, à Esther, la jeune fille, je pouvais sentir comme l'émotion dedans parce que son parcours, n'est-ce pas, est si long et il y a tellement là-dedans. C'est pas une fin parce que c'est un nouveau parcours et ça fait partie d'un nouveau parcours. Mais il y a toujours des débuts et des fins, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment spécial d'en faire partie. Oui, c'était très profond, émotionnel, mais en même temps délicieux. Et oui, on a pu se connecter d'une manière incroyablement profonde les uns aux autres, grâce aussi à ce qu'Arjava a créé comme espace, je suppose, mais aussi aux belles âmes qui étaient là, donc c'était une combinaison de waouh, merveilleux. Oui, un groupe très facile à être ensemble, parce que c'est pas toujours comme ça. Un groupe très facile et aussi assez mature, ancré, c'était amusant. Et je pense que la chose que j'ai le plus appréciée, pas le plus parce qu'il y avait tellement d'aspects, mais simplement, tu sais, la communauté, manger ensemble, les conversations que j'ai eues entre les moments. Je pense que c'est ça qui rend les choses vraiment riches. Ouais. Alors, l'enseignement lui-même, bien sûr, et la pratique, mais simplement la communauté qui naît de la pratique du Reiki, surtout au soleil, avec la belle nature. Et la mer, l'endroit incroyable, cette île est magique aussi, n'est-ce pas? Ouais, spécial. Ouais, donc on a eu beaucoup de chance de passer ce moment spécial ensemble. Oui. Et donc, Liane, tu es Shihan de Jikiden Reiki. Je le suis. Waouh. Et aussi, donc corrige-moi si je me trompe, praticienne de guérison somatique et de travail corporel, c'est ça? Oui. Alors on va absolument revenir là-dessus plus tard. Et donc tu pratiques, tu donnes des soins et tu enseignes principalement à Londres, c'est ça? Oui, seulement à Londres. Londres au Royaume-Uni, juste pour ceux qui sont à l'étranger, car il y a plusieurs Londres. Pour le moment, qui sait? Non, pour le moment, je suis très ancrée à Shooter Hill, à Londres, dans le sud-est de Londres. Ok. Alors, pour commencer, si tu es d'accord, pourrais-tu partager ton parcours Reiki avec nous? Comment le condenser? Eh bien, tu sais, ce qui te vient en premier et ce que tu penses être les moments forts que tu veux partager. Ouais. Et surtout, ce qui t'a attiré vers la pratique. C'est aussi quelque chose qui m'intrigue. Eh bien, ça m'a attirée à différents moments de ma vie, à différents degrés. C'est difficile pour moi de me souvenir d'un moment où le Reiki n'était pas dans ma vie. Je suis dans la seconde moitié de siècle maintenant, donc j'ai une histoire à raconter, la condenser en quelque chose de court, en 1 heure. Je vais faire de mon mieux. Donc le Reiki, eh bien, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce petit soi, tu sais, quelque chose de plus grand qui veut passer à travers nous depuis très jeune.
Et je me souviens d'être, quand j'étais enfant, probablement 7 ans, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer assez matriarcal avec beaucoup de femmes, des femmes intuitives qui sont des rêveuses. Ma sœur est aussi une guérisseuse. Ma mère et ma grand-mère étaient toutes les deux assez intuitives. Et nous avions beaucoup dans notre famille, dans notre système familial, cette idée de service, cette idée de prendre soin des autres. Donc j'ai grandi avec ça et aussi avec cette idée qu'il y a plus que ce que nos esprits peuvent expliquer. Donc ma mère avait beaucoup de livres à la maison expliquant l'inexplicable. Donc c'était le genre d'environnement dans lequel j'ai grandi. Très ouvert d'esprit, très connecté. Donc je parlais à ma sœur l'autre jour, et j'avais oublié ça, mais quand je lui disais que je venais faire ce podcast, elle m'a dit « Tu te souviens quand nous étions petites, Liane, et qu'on pratiquait la guérison ?» Et j'ai dit « Non ». Et elle a dit « Si ». Elle est plus âgée que moi, ma sœur, de quelques années. Et elle a dit « Oui, on posait les mains et on faisait semblant de nous guérir l'une l'autre. » Bien sûr, tu sais, j'avais oublié ça, j'avais oublié cette expérience. Mais ce dont je me souvenais, c'est que je dessinais cette image encore et encore et encore. Et c'était comme une route droite. Et à la fin, il y avait cette... Alors, laisse-moi juste poser ma tasse. Des mains comme ça, avec du feu qui en sortait, ou de l'énergie qui en sortait. Et c'était toujours, tu sais, quand tu vois une route droite et puis qu'il y a un coucher du soleil au bout, c'était toujours comme la route droite, ces mains, cette énergie et puis le soleil. Donc c'était presque comme si le Reiki, si tu veux, m'appelait, et c'était toujours là sous une certaine forme. Donc, oui, j'étais jeune, donc très ouverte à ces choses, naturellement ouverte à des expériences spirituelles. J'étais toujours un peu intéressée par ça, même à l'adolescence. Donc, c'était la première rencontre avec le fait de penser au Reiki ou de penser à l'énergie dans les mains. Et puis, quand j'avais environ 16 ans, j'ai quitté la maison assez jeune, j'étais assez sauvage. C'était le début des années 90. Il y avait la scène rave, il y avait beaucoup de fêtes libres. Je menais une vie que je dirais assez hédoniste, esprit assez libre. Je m'intéressais à beaucoup d'idées New Age. Je ne sais pas à quel âge tu avais cette époque, mais au début des années 90, il y avait beaucoup d'idées spirituelles. J'avais des tresses dans mes cheveux, j'étais un peu hippie. Et j'allais à toutes ces fêtes et je faisais l'expérience de la vie. Mais je travaillais dans une unité pour des personnes avec des comportements difficiles et des troubles d'apprentissage. Donc le week-end, je faisais la fête et puis pendant la semaine, j'avais quitté la maison. Mais c'était comme ma famille. Je travaillais avec ces personnes qui étaient assez en difficulté et j'apprenais ce que c'était d'être adulte. J'apprenais à cuisiner, j'apprenais à prendre soin des gens. Et puis un jour, sur le chemin du travail, maintenant c'est comme ça que je m'en souviens, c'était il y a longtemps, je pense que c'était en 97, je crois. Je travaillais là et je venais juste de sortir d'une relation assez violente, en fait. Cette relation m'a un peu déboussolée d'un état insouciant vers le fait de commencer à me tourner vers l'intérieur pour faire face à certaines choses difficiles que j'avais vécues. Donc, ça s'est produit en parallèle du fait que j'ai eu cette expérience dans les bois un jour. Donc, je marchais pour aller au travail et je devais traverser dans cet endroit appelé Oxley's Woods jusqu'à ce lieu où je travaillais. Et ça, c'est comme ça que je m'en souviens. Cette femme est apparue. J'ai l'impression qu'elle est juste apparue, mais évidemment, elle marchait dans les bois et elle est simplement venue vers moi et m'a dit « Oh, tu as des mains guérisseuses !» Et c'était une chose assez inhabituelle à faire. Mais j'étais le genre de personne qui était assez... à ce moment-là, j'étais assez ouverte à ça de toute façon. Je parlais à tout le monde tout le temps. Et elle t'a dit ça juste au milieu de nulle part. Je veux dire, c'est comme ça que je m'en souviens. Parfois, on embellit les souvenirs, hein, mais... Donc, je me souviens juste de cette femme qui apparaît et elle avait un peu, je dirais, je pense qu'elle avait aussi des tresses dans les cheveux, de manière aléatoire.
Moi aussi, des vêtements très colorés. Et elle avait l'air assez libre d'esprit elle-même et elle m'a dit ça. Et j'ai dit, ah, c'est intéressant. Et puis elle a dit au revoir et c'était tout. Donc je suis allée travailler et j'ai raconté cette expérience à un de mes amis. Et il se trouve que c'était un homme plus âgé qui a toujours été, je suppose, comme un enseignant et un ami pour moi. Il avait étudié la méditation transcendantale pendant 20 ans et il était très paisible et très calme. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé et en fait, il avait fait un stage de Reiki. Et j'avais pas suivi ce stage, mais j'étais intéressée. Et il m'a dit, pose simplement tes mains sur les gens. Essaye juste. Donc je l'ai fait. Et à quel âge j'avais à ce moment-là? 18, 19 ans. Donc je pose simplement mes mains sur les gens. S'ils ont mal à la tête, je dis laisse-moi essayer. Et c'était amusant. Et j'ai même essayé, il y avait une perruche chez un de mes clients un de mes clients avait une perruche et elle avait une tumeur sur sa tête. Et j'ai pensé, je vais essayer de faire du Reiki sur cette tumeur. Donc chaque jour, quand j'allais travailler, je mettais mes mains contre la cage de la perruche comme ça. Et la tumeur a en fait diminué. Mais la perruche est morte. Donc je sais que c'est pas drôle, mais j'ai toujours eu cette question. Est-ce que j'ai aidé, est-ce que j'ai réduit la tumeur ou est-ce que j'ai aidé la perruche à avoir un passage paisible? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé à expérimenter et à poser les mains pour toutes sortes de petits maux. Et c'était assez amusant parce que les gens me disaient « Oh, mon mal de tête est parti » ou « J'avais une douleur là et c'est parti ». Et donc, c'était en fait, évidemment, c'était la première fois que j'entendais parler de Reiki. Donc, j'étais simplement en train d'utiliser pas sur moi, mais sur les autres. Mais c'était plus pour s'amuser. Je ne le prenais pas vraiment sérieusement. Et donc, ça fait 2 occasions. Maintenant, la troisième fois que j'y ai été confrontée, c'était quelques années plus tard. C'était en 2012, je crois. Je crois? Non, c'était pas ça. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, je dois revenir un peu en arrière. En 99, ma vie a changé énormément. Ma mère est devenue très malade. Elle a eu une défaillance totale des organes et a développé une pneumonie. Et elle a été aux soins intensifs pendant 4 mois et ensuite encore 4 mois en soins intensifs et ensuite encore 6 mois dans les services. Donc, ma vie a changé à ce moment-là. J'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et je suis passée d'une vie assez libre dehors à faire la fête, vivre simplement la vie et explorer, à passer tout mon temps avec elle à l'hôpital. Et j'ai vraiment commencé à me tourner profondément vers l'intérieur à ce moment-là. Je vivais, je dirais, des expériences spirituelles spontanées en parallèle de mon deuil, de ma peur et de mon anxiété. Et j'ai eu des expériences aussi à l'église et dans les cercles de guérison New Age. Donc il y avait beaucoup de choses qui se produisaient en même temps que ma mère traversait cette maladie. Et en plus de la prière et de l'imposition des mains, je l'ai effectivement utilisée avec elle quand elle était en soins intensifs et quand elle était à l'hôpital. Donc je l'utilisais comme une manière de m'apaiser et de l'apaiser d'une certaine façon. Je ne peux pas vraiment dire si ça a eu un effet sur sa santé physique à ce moment-là parce que sa santé elle était tellement très malade. Et il y avait beaucoup de choses en cours, évidemment, en soins intensifs. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça m'a inspirée à faire ma formation d'infirmière. Donc, à partir de cette expérience, en fait, l'organisme pour lequel je travaillais proposait un programme appelé Programme 2000. Et c'était une formation d'infirmière gratuite pour les aides-soignants. Donc, comme je travaillais déjà pour cet organisme,
Ils ont payé ma formation d'infirmière. Donc ça n'a jamais vraiment été dans mes plans. J'avais jamais voulu être infirmière. J'ai toujours voulu voyager en réalité et profiter de la vie et ne pas vraiment être enfermée dans un travail de 9h à 17h dans un système quelconque. J'étais assez rebelle en réalité. Je voulais être libre, mais la vie avait quelque chose de différent de prévu pour moi. Donc je suis devenue infirmière et j'ai appris le massage. Et c'est avec le massage et le fait de se connecter par le toucher que mon parcours a commencé à prendre forme. Donc, je travaillais avec ces personnes très difficiles en parallèle du fait que ma mère était malade et je ne voulais pas utiliser d'injection. Je ne voulais pas sédater les gens. Et j'ai trouvé que si je faisais un massage des pieds ou un massage des mains, alors ils étaient plus calmes et je n'avais pas besoin d'utiliser des médicaments antipsychotiques que je n'aimais pas vraiment utiliser. Donc j'ai trouvé que le massage et la connexion par le toucher étaient un très bon outil pour moi. Et c'est à travers ce chemin que j'ai trouvé le Reiki, parce que quand j'ai été diplômée en tant qu'infirmière, je ne voulais pas vraiment rester dans ce type d'environnement. Je sentais qu'il y avait d'autres façons de travailler avec les gens. J'ai commencé à devenir, à cause du parcours de ma mère, à travers la prière et l'optimisme, et simplement avoir beaucoup de foi en tant qu'être humain, j'ai réalisé qu'il y a plus dans la santé que simplement la médecine allopathique conventionnelle, même si j'ai aussi énormément de respect pour ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus que je pouvais explorer et que je pouvais offrir. Donc, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à toutes sortes de méthodes de guérison. Et j'étais à l'université de Greenwich en train de faire un diplôme en thérapie complémentaire et l'un des cours proposés était le massage clinique. Donc pendant que j'y étais, c'est après avoir été diplômée, donc on est maintenant en 2004, et il y a un jour où je suis allée suivre ce que je pensais être simplement mon cours de massage, et il y avait une femme appelée Fran Rawlings, et je suis entrée et toutes les tables étaient installées. Il y avait toutes ces tables de massage installées et un paravent. Et elle a dit que nous allions faire quelque chose de différent aujourd'hui. Et j'ai dit, oh. Elle a dit, mettez-vous par deux. Donc je me suis mise en binôme avec cet homme avec qui je faisais la formation, appelé Michael. Et nous avons été appelés un par un derrière ce paravent et elle a fait une initiation. Ah. Et ensuite, elle nous a dit de poser les mains dans des différentes positions. Et j'ai pensé, oh waouh, c'est intéressant. Parce que je me souvenais évidemment des années auparavant où j'avais été en contact avec le Reiki à l'endroit où je travaillais et où je posais les mains. Donc ça a ravivé un intérêt pour moi. Et je me souviens pas de beaucoup de choses du processus, bien que je m'en souvienne que nous avons donné un soin et reçu un soin, je crois, dans le style occidental de Reiki, les mains au-dessus du corps. Oui, donc sans toucher. Oui, sans toucher. Donc elle était bien sûr une enseignante formée à l'occidental. Donc c'était en 2004 et je me souviens être partie de là et être rentrée chez ma mère parce que j'étais retournée vivre chez elle à ce moment-là parce qu'elle était physiquement handicapée et ne pouvait pas vraiment... Mais j'ai choisi d'être avec elle et de vivre avec elle et de la soutenir à ce moment-là. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai dit, je me sentais vraiment paisible et je me sentais vraiment comme dans un état d'expansion. Et ça m'a rappelé l'état que j'avais eu quelques années auparavant où j'avais vécu une expérience mystique. Mais la raison pour laquelle je compare ces deux expériences, c'est parce qu'il y a quelque chose de similaire entre ces deux expériences et l'expérience d'Usui sur la montagne. D'accord. La seule différence avec moi, c'est que je ne suis pas restée dans cette expérience. Je suis vraiment redescendue vers mon moi humain. Mais j'ai eu un moment en 97 où je suis sortie de mon corps, si tu veux. Et tout ce que je pouvais voir, c'était la terre.
et je n'avais pas de corps. Mais je me souviens simplement d'avoir eu ce réel sentiment d'amour, et cela arrivait par vagues, et je pouvais entendre ce son, ce genre de son primordial. Je ne peux pas vraiment le décrire complètement, mais ça a eu un tel impact sur mon corps. J'ai eu une telle expérience somatique tellement forte de tout ça, que je peux me souvenir de l'expérience, mais les mots ne sont pas vraiment suffisants. Mais c'était, je suppose, ce que nous appelons un satori, un moment de se voir comme quelque chose de bien plus que la personnalité, le petit soi. Et la raison pour laquelle je reviens à ça, c'est parce que c'est pertinent pour l'histoire un peu plus tard. Oui, bien sûr, absolument. Cette expérience a eu un effet somatique tellement fort sur moi que quand la vie est difficile, je peux y revenir. Je peux y retourner à un certain niveau et m'y reconnecter un peu. Donc j'ai eu cette expérience au même moment où ma mère a eu une expérience de mort imminente. Donc elle, je ne sais pas si tu as entendu parler des expériences de mort imminente, mais elle est revenue de cette expérience. Je veux dire, elle était toujours assez optimiste et positive, mais elle est revenue de cela presque sans peur. C'était mon ressenti d'elle. Même si elle avait perdu ses cheveux, elle ne pouvait pas marcher, elle était physiquement handicapée et confinée à la maison. Sauf quand je la sortais ou si des membres de la famille la sortaient. Mais elle avait une joie dans son esprit, une joie dans son corps. Et elle était très canalisante. Donc même si je prenais soin d'elle physiquement, elle était vraiment mon canal émotionnel et mon canal spirituel pendant cette période. Donc j'avais ce genre d'expérience mystique, elle avait cette expérience de mort imminente, et on parcourait en quelque sorte ce chemin ensemble. Donc quand je suis revenue de cette expérience de Reiki, j'ai pu lui expliquer ça, et ça m'a rappelé ces deux mondes, si tu veux, dans lesquels on marchait, et je marchais dedans, et elle y était probablement de manière plus constante que moi, parce que son expérience était si profonde. Alors que moi, j'avais l'impression d'entrer et de sortir avec le fonctionnement quotidien de la vie. Et tu sais, le travail et essayer de gérer une maison et essayer de prendre soin de moi en même temps. Donc, je suis revenue de cette expérience et j'ai fait un peu de Reiki ici et là. Mais ça a déclenché davantage de formation. Donc j'ai continué à me former dans d'autres formes de travail corporel, ce dont je pense que nous reviendrons plus tard. Et à la fois suivante où j'ai retrouvé le Reiki, c'était quand ma mère est décédée en 2012. Donc on avait eu ce long chemin ensemble. On lui avait donné 2 ans à vivre en 2000. En réalité, elle a vécu effectivement jusqu'en 2012. Et je crois que c'est sa foi et la prière et le Reiki et la guérison et beaucoup de choses qui l'ont maintenue en vie, ainsi que la médecine. Donc quand elle est décédée, j'ai eu l'impression que j'ai commencé à penser fortement au Reiki parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de quelque chose. J'étais à un moment de ma vie où j'étais physiquement très stressée. Donc, ça a été un long parcours. Quand tu es en deuil alors que quelqu'un est encore en vie, c'est un long parcours. Et même si c'était profond à bien des égards, ça a eu un impact sur mon corps. Donc, je travaillais comme infirmière, j'avais 2 enfants à ce moment-là. Je pense que je courais environ 20 à 30 miles par semaine. J'étais comme infirmière à plein temps, j'avais un poids insuffisant et j'avais l'impression de vouloir quelque chose pour moi. Parce que la mort de ma mère, parce que je la voyais 3 fois par semaine et elle était, je suppose, presque mon partenaire de vie à ce moment-là. Nous étions très très proches. Donc cela a ouvert un énorme espace pour moi et tu sais, tu as ces moments dans la vie où tu marques le temps. Eh bien, c'en est évidemment un, et j'ai commencé à penser au Reiki et je l'ai cherché cette fois. Toutes les autres fois, ça m'apparaissait simplement, mais cette fois, je l'ai intentionnellement cherché.
J'ai cherché quelqu'un, j'ai trouvé une femme qui vivait en haut de ma rue, une Irlandaise appelée Doris. Et je suis allée la voir et j'ai appris le Reiki niveau 1. Et je me souviens du premier jour, en quittant ce séminaire, avec un énorme mal de tête et en pensant ah, je ne vais pas revenir, je ne reviens pas, c'est horrible. Même si j'avais apprécié l'enseignement, je me sentais tellement mal à l'aise. Et comme si ce mal de tête me tuait littéralement, j'ai failli ne pas revenir. Bien sûr, plus tard, j'ai appris que c'était probablement les toxines dans ma tête que je ressentais. Et je suis revenue et j'ai appris le Reiki 1, le Reiki 2 et 3. Et je suis devenue, ils appellent ça maître, n'est-ce pas? Donc un maître de Reiki occidental. Et à ce moment-là, le Reiki pour moi, était vraiment seulement pour moi. J'utilisais pour apaiser. Mon système nerveux était probablement assez épuisé à ce moment-là. Donc j'avais besoin de faire beaucoup d'auto-guérison. J'en avais besoin. J'avais besoin de me reposer vraiment. Donc je l'utilisais sur moi. Mais le genre de personne que je suis toujours très... je veux aller de l'avant. Donc je travaillais toujours dans le NHS à ce moment-là. Et j'ai toujours été assez passionnée par le fait de partager. Tu sais, quand tu obtiens quelque chose, tu veux le partager. Et j'ai toujours eu cela, parfois un peu évangélique. Mais parfois, ça marche, parfois non. Mais j'étais assez évangélique à propos du Reiki. Et je me souviens travailler dans le NHS et j'ai vraiment commencé à le promouvoir là-bas. Et mon amie Doris est enseignante à ce moment-là. Elle a enseigné à d'autres femmes que je connaissais parce que je ne pouvais pas enseigner. Et je pense que c'était avant que je fasse la formation d'enseignante. Elle a enseigné à certaines des soignantes avec lesquelles je travaillais parce que je les avais encouragées à aller la voir. Donc je travaillais comme infirmière et j'apprenais à devenir enseignante Reiki avec elle. Et nous avons mis en place ce que j'ai appelé Sensoma, je crois, ça s'appelait Sensoma Healing Sessions, où on a commencé à pratiquer le Reiki et j'ai commencé à enseigner un massage de base des mains et des pieds. Et c'était quelque chose qui s'est simplement répandu. Donc tout à coup, mon responsable à ce moment-là, qui était très soutenant, m'a dit « Pourquoi ne pas organiser un événement ?» Et j'ai dit « C'est une super bonne idée. » Donc j'ai réussi à réunir 12 thérapeutes et je pense 6 d'entre eux étaient des thérapeutes Reiki. Ma sœur est venue, mon ancien prof qui m'avait enseigné le massage clinique à l'université de Greenwich est venu. 2 autres personnes qui avaient appris le Reiki et un autre homme appelé Maurice. Donc j'avais Maurice et Doris, 2 enseignants Reiki, très différents mais qui m'ont apporté des choses différentes. Ils étaient là. Donc nous avons eu cet événement merveilleux dans le NHS sur ces terrains en donnant du Reiki et du massage. Et ils amenaient des bus entiers de personnes depuis de grandes unités de santé mentale à Bexley et toutes les différentes maisons pour personnes avec handicap d'apprentissage amenaient ces personnes et nous avions toutes ces sortes de tentes et tout le monde venait recevait du Reiki, c'était incroyable. Waouh! Et à partir de là, chaque fois qu'il y avait un événement, ils disaient oh, tu peux venir faire du Reiki? Donc on a eu un événement à l'O2, je ne sais pas si tu connais O2 à Londres. Non. L'O2 à Greenwich. Puis nous avions fait un événement là-bas, donc on avait des soignants qui donnaient du Reiki et les gens faisaient la queue pour ça. Et ce que nous faisions à ce moment-là, c'était simplement des positions de base des mains sur la tête. Oui, donc on avait des gens qui faisaient la queue, qui s'asseyaient. Et nous faisions simplement du Reiki sur la tête. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à être invitée à faire des conférences sur le Reiki. Et donc, c'est devenu un peu fou en réalité. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive. Et
En conséquence, on m'a demandé de faire des présentations dessus, ce qui est vraiment, tu sais, la prise de parole en public, c'est mon plus grand défi. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Et je me souviens qu'une fois, on m'a demandé de faire une petite présentation pour des ergothérapeutes. Et j'ai pensé, oh, je vais y aller, c'est bien. Et j'ai amené quelques amis Reiki avec moi. Et quand je suis arrivée, au lieu d'être, je pensais que ce serait un groupe de 5 ou 6 personnes, il y avait 150 personnes dans cette salle et j'étais là. Je me souviens, j'ai dit à mon enseignante, je me souviens, je peux pas le faire, je peux pas. Et elle, si, tu peux, parce que je ne vais pas le faire moi. Et j'étais là, oh mon Dieu, je ne peux pas le faire. Bref, ça s'est bien passé. C'était vraiment agréable et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des élèves. Elle m'a formée et j'ai commencé à avoir beaucoup d'élèves à partir de là. Et ensuite, je suppose que la prochaine question, c'est comment je suis arrivée au Jikiden, n'est-ce pas? Oui, c'est surtout comment, parce que tu as étudié évidemment différents styles de Reiki, n'est-ce pas? Donc, c'est qu'est-ce qui t'a amené au Jikiden Reiki? Et je ne sais pas si maintenant tu enseignes encore les deux styles ou si tu enseignes exclusivement le Jikiden. Exclusivement Jikiden. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené principalement à ce choix? C'est ce que je voulais te demander. Oui, c'est une histoire intéressante parce que ce qui se passait, c'est que même si j'aimais vraiment pratiquer le Reiki occidental, et je crois pleinement que c'était une période magique, incroyable, et je ne dirais jamais que l'un est meilleur que l'autre en termes de traitement, parce que j'ai été témoin de tant de choses sur moi-même et dans ce NHS, dans le centre où j'étais. Donc, Oh, Liane, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le NHS par exemple? Parce que nous avons tellement de nationalités différentes qui nous écoutent. Ah, donc j'étais dans le National Health Service pendant plus de 20 ans. Donc ça, oui. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Mais quand j'ai dû l'enseigner, je me suis sentie un peu bloquée en fait. Uniquement dans le sens où je devais créer mon propre manuel et je ne doutais pas de mes enseignants. Mais je n'avais pas le sentiment d'avoir une communauté derrière moi. C'était pas quelque chose dont je pouvais retracer la lignée, si tu veux. Je n'étais pas sûre de ce qu'était le Reiki, de ce qui était moi, qui était en train d'ajouter des choses, que je faisais des choses qui n'étaient pas ce qu'on m'avait enseigné. Donc, comme j'étais thérapeute en massage, je voulais poser mes mains sur le corps, donc je posais mes mains sur le corps. Donc quand je suis arrivée à l'enseigner, et je me disais, je ne pratique pas de la même manière que j'enseigne. Qu'est-ce que j'enseigne réellement? Qu'est-ce que le Reiki? Et comme j'étais ouverte à beaucoup d'idées New Age à l'époque, j'avais un intérêt pour les chakras par exemple, mais je n'avais pas une connaissance approfondie de ceci. Donc une partie de ça a été enseignée dans le Reiki occidental. Quand je donnais les séminaires, je pensais, ça me semble être une connaissance incarnée. Ça ressemblait à une connaissance mentale, alors que je connais mes mains. J'ai toujours ressenti et toujours cru que les êtres humains ont une capacité à partager et à donner à travers les mains. Ça me semblait tellement naturel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très éloigné de qui que ce soit, vraiment dans la manière dont nous prenons soin de nos enfants, par exemple, quand nous prenons soin de quelqu'un qui est malade, nous posons les mains sur nous-mêmes, sur les autres, donc ça semblait vraiment naturel. Donc je faisais ces choses qui venaient naturellement et qui semblaient incarnées. Et je me disais que c'était bien, je peux enseigner ça à 100%. J'ai confiance, je connais. Mais ensuite, quand il s'agissait du reste, je me disais, ouais, là j'enseigne depuis ma tête. Par exemple, j'enseigne le système des chakras, qui en soi ne vient pas du Japon, et est un système de connaissances profond que certaines personnes incarnent vraiment et connaissent profondément. Je veux dire, il y a quelque chose comme 72 000 nadis, comme ces cartes énergétiques sur le corps, et moi, je ne le savais pas. J'ai le sentiment qu'il existe de nombreuses cartes énergétiques différentes que nous plaquons sur le corps et que intuitivement nous pouvons nous y accorder. Et j'ai confiance en ça. Mais pour
pour l'enseigner, je ne me sentais pas confiante. D'accord. Donc je commençais déjà à avoir cette question et je lisais, comme tu ne peux pas voir d'ici, mais j'ai probablement tous les livres de Reiki que tu peux imaginer sur mon étagère. Oui, donc je commençais à lire et chaque séminaire que je faisais dans le Reiki occidental, j'ajoutais un peu, je modifiais un peu. Donc je n'avais pas intentionnellement cherché le Jikiden Reiki. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un rêve. Oh, Donc, ma mère était maintenant décédée, c'était en 2000, ça devrait être à la fin de 2018, parce que je pense que je me suis formée avec Amanda en 2019, peu de temps après. Mais le rêve, c'était que j'étais dans une pièce, et tout ce dont je me souviens, c'est cette jeune femme japonaise portant du noir, avec un col blanc et les cheveux séparés au milieu, tu sais, avec la raie au milieu, très jeune, s'approchant de moi. Et elle me fait joindre mes mains en gâchot. Et elle s'est inclinée devant moi. Et je me suis inclinée devant elle. Et dans le rêve, je me souviens d'avoir un vrai sentiment de paix, de sens profond. Je ne me souviens de rien d'autre, mais je me souviens m'être réveillée en me sentant vraiment enthousiaste à propos du Reiki à nouveau. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Ça semblait, tu sais, comme certains rêves qui ressemblaient juste à un mélange de ce que tu as perçu dans la journée ou quelque chose que tu as regardé à la télé. Là, ça ressemblait à une rencontre tangible avec quelqu'un. Donc je vais en ligne et je commence à chercher le Reiki japonais et je tombe sur Amanda Jane. Et immédiatement, je réserve le séminaire. Mais je suis aussi allée en ligne et j'ai commandé 2 livres après avoir trouvé Amanda Jane. Et ces 2 livres que j'ai commandés, je les ai ici pour les rappeler à tout le monde. Ouais. Donc, Light on the Origins of Reiki de Tadao Yamaguchi et Reiki in Japan. Donc, quand ils sont arrivés, littéralement en 3 ou 4 jours, je les ai lus. J'ai lu les 2 livres en 1 semaine, je pense. Et ce qui était intéressant, c'est que quand les livres sont arrivés, j'ai réalisé que celui-ci est édité par Amanda Jane. Oui, exactement. Et je me suis dit, oh, c'est tellement bizarre. Je veux dire, je ne pensais pas que c'était étrange parce que ce genre de choses arrive tout le temps, mais je me suis dit, d'accord, c'est censé être ainsi. Et puis dans celui-ci, j'ai commencé à lire, et à la page 30, il y a une photo, et c'est la femme qui est apparue dans mon rêve. Non, c'est incroyable, Liane. C'est la femme dans mon rêve. Donc j'ai réalisé que Chiyoko était venue à moi dans un rêve. Et c'était tellement incroyable, parce que quand je suis allée voir Amanda, et la manière dont Amanda parlait de Chiyoko, je savais que j'étais au bon endroit. Parce que la manière dont elle parlait de Chiyoko était similaire à la manière dont moi je parlais de ma mère. Cette connexion vraiment simple. Je ne sais pas, comme ma mère faisait se sentir quelqu'un autour d'une tasse de thé. Elle n'était pas nécessairement dans un art de guérison particulier, mais tu allais être en sa présence et tu te sentais mieux. C'était mon expérience et l'expérience de beaucoup d'autres personnes aussi. Donc, quand j'ai rencontré Amanda, je pense que sa passion pour le Japon et le Reiki est apparue dès le premier séminaire, mais aussi l'authenticité et l'intégrité de l'enseignement en termes de lignée et d'enseignement du Reiki dans son contexte historique et social. Je pense que c'est ça qui m'a saisie et je me suis dit, d'accord, ça, c'est réel. Je peux y aller avec ça. Non seulement j'y crois, mais ça semble ancré. Et j'ai senti immédiatement que j'étais au bon endroit. Mais ensuite, bien sûr, j'avais ce dilemme parce que j'avais encore des élèves qui voulaient faire du Reiki et je me disais, je veux vraiment avancer et c'était vraiment une bonne leçon pour moi parce qu'en fait, je n'avais pas besoin d'avancer, j'avais besoin de ralentir. Et
Amanda est tellement patiente, n'est-ce pas? Elle est tellement bien et c'est une si grande enseignante et un être humain tellement ancré. Et c'était vraiment rassurant pour moi d'être autour d'elle et d'avoir une enseignante comme elle. Et donc oui, c'est comme ça que j'ai trouvé le Jikiden Reiki. Donc j'ai informé tous mes anciens élèves que je faisais maintenant du Jikiden et je leur ai donné l'opportunité dans les années suivantes, quand je suis devenue enseignante, quand j'ai fait mon Shihankaku et certains ont aussi suivi, ont fait du Jikiden. Ma sœur s'est formée dans le style occidental et a fait aussi le Jikiden avec moi. Et aussi ma meilleure amie s'est formée dans les deux styles. Donc quelques-uns d'entre eux sont revenus faire le Jikiden simplement à cause de la manière dont je leur en ai parlé en fait. Et je pense que pour ça, et parce que je pense pour ma loyauté aussi envers Amanda, tu sais, quand tu es un enseignant, tu ne veux pas vraiment t'en éloigner. Je pense que je suis restée aussi avec le Jikiden Reiki. Mais je ressens aussi que nous apportons tous notre propre saveur, ce qui est OK. Mais c'est bien aussi d'avoir cette lignée vraiment forte et les preuves de cette histoire pour vraiment ancrer tes élèves. Et donc oui, c'est comme ça que j'ai trouvé le Jikiden Reiki et j'y suis restée. Et ça a commencé par un rêve. C'est incroyable. Ça a commencé par un rêve, oui. Et ça t'a guidée. Ouais, quand j'ai ouvert ce livre, j'étais là, mais il n'y a personne à qui le dire, j'étais là. Oui. On sait ce genre de choses, mais quand ça arrive, c'est vraiment des confirmations, c'est juste incroyable, n'est-ce pas? Ouais, j'étais vraiment choquée quand j'ai entendu l'histoire d'Hélène, parce que je ne sais pas. Alors, tu sais qu'Hélène et moi, on est très proches, et on a fait notre Shihankaku ensemble avec Amanda. Et quand j'ai vu qu'elle avait aussi rêvé de Chiyoko Sensei, j'étais là, waouh! Il y a certains parallèles dans nos vies, mais moi et Hélène, juste dans le sens de notre passé, ses expériences en Inde, les miennes en Israël et en Égypte, puis entrer dans le Reiki à peu près en même temps, être mère et équilibrer, vivre le Reiki avec la famille, la vie de famille, nous sommes très proches. Mais c'était une autre couche quand j'ai entendu qu'elle avait rêvé de Chiyoko aussi. Ça m'a fait sentir connectée à un autre niveau. C'était vraiment... c'était beau d'entendre ça. C'est incroyable. Quand tu étais en train de parler de ce rêve, je pensais seulement oh, mais Hélène a fait un rêve à son sujet aussi. Et j'essaye de ne pas parler d'autres personnes dans un podcast au sujet d'une personne, mais là, ça se connecte en plus parce que vous vous connaissez. Oui, c'est aussi une autre raison d'être reconnaissante envers le Reiki et envers Amanda, vraiment parce que c'est une amie spéciale que j'ai là. Oui. Une magnifique communauté. Hein? Ouais. Tu viens aussi de mentionner être mère. Donc, c'est un autre point dont je voulais parler, si tu es d'accord. Et je sais que tu as une très belle famille. Tu es une mère de 2 enfants, n'est-ce pas? 3. Ah, 3, désolée. 3. Oui, mon aîné a 20 ans maintenant, donc c'est plus un bébé. Ensuite, j'ai une de 13 ans, non, de 14 ans et j'ai un autre de 9 ans. D'accord, waouh. Et donc, je suis toujours très curieuse quand je sais que quelqu'un enseigne le Reiki ou pratique le Reiki, de savoir si la personne l'utilise pour ses enfants et si le Reiki soutient la famille dans la vie quotidienne. Oui, je dirais que depuis leur naissance, j'ai utilisé le Reiki sur tous mes enfants. Donc, principalement pour apaiser. Et j'ai de la chance car ils n'ont pas eu de complications de santé en tant qu'enfants, vraiment. Donc, probablement parce que je suis infirmière, ils devaient littéralement être en train de mourir pour que je les emmène chez le médecin. Et ils plaisantent toujours là-dessus. Maman, à chaque fois que nous sommes malades, tout ce que tu dis, c'est bois de l'eau et fais un câlin.
Et donc, mais j'ai de la chance, hein, ils ont de bons gènes et n'ont pas été malades. Mais je l'ai utilisé comme premier secours, donc mon fils connaît les techniques. Je l'ai utilisé avec lui et il connaît les Gokai. Ma fille aînée s'est formée au Reiki, en Reiki occidental quand elle avait 7 ans, je pense, 7 ou 8 ans. Et je l'ai utilisé aussi pour les aider à dormir. Tu te souviens, je ne sais pas si tu connais les sièges auto quand ils étaient très petits. J'avais l'habitude de mettre le siège auto sur mes genoux et ils étaient dedans et je posais mes mains sur leur tête et je les berçais. Donc j'ai toujours utilisé le Reiki et ça a mélangé à une forte croyance dans le toucher, je pense, toujours. Ouais. Je l'ai toujours utilisé avec eux et ils y ont toujours cru quand ils étaient jeunes. Quand ils grandissent, ils s'en éloignent et commencent à développer leurs propres idées un peu. Et probablement, ce que fait maman n'est plus aussi cool qu'avant. Mais récemment, tous les deux, en fait, le jour de la fête des mères, sont venus et ont dit... Tu sais, quand on est dehors, on fait toujours de la promotion sur ce que tu fais. J'ai dit, vraiment? Oui, ma fille aînée m'a dit il n'y a pas longtemps, je lui ai fait un petit massage et elle a dit, tu devrais faire ça comme métier. Je lui ai dit, Shavani, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc oui, je l'ai toujours utilisé avec ma famille. Et je ne me souviens pas d'un moment, je pense que peut-être seulement 2 fois, mes filles ont dû prendre des antibiotiques dans leur vie. Mon fils, jamais. Donc c'est un mélange, je pense, d'avoir de bons gènes, d'utiliser le Reiki, d'essayer de vivre sainement et beaucoup d'amour, parce que l'amour est le meilleur des remèdes, n'est-ce pas? L'amour et les câlins. En fait, mon fils dira quand je dis je dois enseigner le Reiki, et Bodhi, mon fils, il dira des choses comme mais je croyais qu'il fallait juste mettre de l'amour dans tes mains. Et je dis oui, c'est vrai, mais il me faut 3 jours pour arriver à ce point. Exactement. C'est magnifique. Ouais, tu sais, je pense que nous avons tendance à avoir cette idée du Reiki comme quelque chose que tu dois faire d'une certaine manière. Peut-être que tu as besoin d'une table de massage et que tu dois le faire d'une certaine façon et que ça ne fonctionne pas pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas rester une demi-heure ou je ne sais pas, 1 heure ou plus immobile. Et j'aime casser cette idée parce que, bien sûr, c'est pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Quand tu es mère, quand tu utilises le Reiki, c'est pas dans ce cadre de traitement officiel, n'est-ce pas? Exactement, je veux dire, pendant des années, je n'avais pas de pièce avec une table de massage dédiée. C'est seulement ces dernières années que j'ai eu la chance d'avoir cet espace dans lequel je suis maintenant. Donc oui, ça a été vraiment partout où tu peux le donner, et même quand j'étais infirmière, c'était parfois dans les endroits les plus inconfortables que tu posais simplement les mains. Je me souviens une fois quand nous étions à un événement, en fait, je montrais... C'était dans une bibliothèque et ce n'était pas du tout un endroit attrayant. Il y avait ces gens, tu sais, d'affaires, en costume. Et j'avais juste cette petite table et chaise. Et je pense que je venais juste de quitter le métier d'infirmière et je travaillais encore avec le NHS, avec l'association de santé mentale. Et nous le promouvions par ce biais et je donnais du Reiki toute la journée à différentes personnes. Et il y avait ce vieil homme assis assis au bout de là où ma table était être installée, à côté de la mienne. Et donc, j'avais ma table et ma chaise, et lui, il était assis toute la journée. Et il se plaignait, mais à voix haute. Hein. Il disait « Ah, mais c'est nul, qu'est-ce qu'elle croit faire ?» Mais il le disait à voix haute, et je me disais « Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ignore? Donc, je donne du Reiki à toutes ces personnes, et je pouvais l'entendre comme ça. Oh, c'est absurde, n'est-ce pas? » Donc, à la fin de la journée, quand la file avait diminué, et qu'il y avait plus d'espace, et qu'il était toujours là. Je pense qu'il était âgé et que son partenaire ou la personne avec qui il était participait à la conférence. Et je lui ai dit, voulez-vous essayer? Et à contre-cœur, eh bien, je pense qu'il devait en avoir envie parce qu'il était littéralement resté à côté de moi toute la journée. À contre-cœur, en fait,
Il est venu et en 3 minutes environ, il dormait. Et ensuite, quand il s'est réveillé, il avait les larmes aux yeux. Il a dit, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vécue dans ma vie. C'était un rappel de faire confiance au processus et que nous n'avons pas besoin d'être dans un, tu sais, je veux dire ça c'est agréable parce que quand tu travailles avec des gens, ça aide d'avoir un bel espace calme, ça aide d'être calme parce que tu sais, nous régulons le système nerveux et dans notre société, il y a beaucoup de stress chez les gens, donc évidemment ça aide. Mais le Reiki est puissant. Et il fonctionne dans des endroits pas très beaux, il fonctionne dans des environnements inconfortables. Oui, ça fonctionne partout. Ça fonctionne partout. Super. Et c'est aussi fou de penser que cette personne est restée à se plaindre, tu sais, négativement pendant tout ce temps, mais est restée pendant tout ce temps. Donc ça signifie qu'il était attiré comme s'il y avait quelque chose qui l'appelait à le faire. Il avait ce conflit intérieur toute la journée. Mais oui. Tu devais en être témoin. Oui, c'était amusant. C'est aussi une bonne façon pour moi de simplement rester dans l'espace et de ne pas être trop perturbé par ce qui se passe autour de toi, tu sais. Oui. On a vraiment besoin de ça de nos jours, n'est-ce pas? Être au calme au milieu de la tempête. Oui, absolument. Je voulais te poser une question, en fait, c'était avant, mais ensuite nous sommes entrés dans ce flux. Tu as parlé de ce moment de Satori, tu sais, tu as eu ce moment une fois quand tu étais très jeune et ensuite tu as ressenti ce goût à nouveau pendant l'initiation, n'est-ce pas? La première fois que tu l'as vécu, je suppose, pendant la première formation dont tu as parlé. Oui, oui, à l'université. Oui, exactement, celle-ci. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments où le Reiki a eu un impact particulièrement profond sur toi, soit personnellement, soit spirituellement, encore comme une sorte de moment de Satori, ou peut-être même que tu as vécu ça à travers des séances ou quand tu as offert des soins à d'autres personnes? Et Nina, il y en a tellement. Oui. Il y en a tellement. C'est tentant, n'est-ce pas, de parler des expériences qui sont vraiment un peu surnaturelles parce que ce sont les expériences vraiment excitantes et puissantes. Et je pourrais en raconter beaucoup. Mais quand j'ai réfléchi à cette question avant le séminaire, j'ai vraiment pensé, et je pense que l'effet le plus profond, juste à cause de l'effet à long terme que ça a eu sur moi, c'est simplement de travailler avec les gens à chaque traitement, à chaque soin, parce que j'ai un esprit vraiment actif, un esprit créatif, mais quand je donne du Reiki, je sens que je peux immédiatement, pas immédiatement, mais la plupart du temps, je peux très rapidement revenir à cette expérience somatique que j'ai eue. Et c'est presque comme si je me mettais de côté. Ouais. Tu es là et ça permet juste un autre niveau de calme, un autre niveau de tranquillité. Et ça m'aide. Ça m'aide non seulement avec le client parce que je me retire et je mets mon agenda de côté. N'oublie pas qu'en tant qu'infirmière, on évalue, on planifie, on met en œuvre, on révise en fonction de nos connaissances en soins infirmiers. Et c'est c'est la science des soins infirmiers. Mais nous apprenons les arts, nous apprenons à être intuitifs, nous apprenons à écouter profondément, nous apprenons la qualité du toucher, nous apprenons le ton de la voix, la hauteur de la voix, nous apprenons comment, à travers le Reiki, nous pouvons réguler notre propre système nerveux. Donc il y a une merveilleuse co-régulation qui se produit entre toi et ton client. Et à cause de ça, alors je dirais pas que je suis la personne disciplinée pour méditer tout le temps. Dans ma jeunesse, j'ai toujours voulu aller là où c'était amusant. Donc pour moi, le Reiki a été ma pratique. C'est ma pratique de pleine conscience qui m'a littéralement fait traverser la vie ou les moments difficiles, le deuil, la perte, et il y en a eu beaucoup. Donc ça a été la chose la plus profonde pour moi, être avec les clients
et avoir ce vrai calme qui s'est traduit dans d'autres domaines dans ma vie. Oui. Je dirais encore une chose à ce sujet. Il y a eu un moment où je faisais ces événements et je réfléchis. Ma mère était décédée et je donnais du Reiki à une dame. On faisait ces événements gratuits pour les personnes les aidants, les aides-soignants. Nous les avons faits pendant 5 ans. Et c'était des espaces où les aidants de personnes avec des handicaps physiques profonds ou des problèmes de santé mentale pouvaient venir et recevoir des thérapies complémentaires. Et le Reiki en était devenu partie. Et au début, personne ne connaissait le Reiki, mais il en est devenu une grande partie. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir utiliser un bâtiment du NHS et enseigner le Reiki aux aidants. Et je me souviens d'un moment, n'oubliez pas que j'ai travaillé dans ces bâtiments depuis mes 18 ans, donc j'ai une longue histoire en tant qu'infirmière, aidante, et maintenant je suis praticienne de Reiki. Et j'ai regardé à ma gauche et il y avait 5 tables de massage. Et sur ces tables se trouvaient toutes des femmes âgées, d'une génération complètement différente de la mienne, mais toutes avaient des expériences très difficiles en tant qu'aidantes. Elles avaient le poids de ça dans leur corps physique, des maladies physiques, des maladies cardiaques, chroniques. Eh bien, tu sais, être aidant a son prix. Elles avaient ça. Et quand je les ai vues donner du Reiki, je me suis sentie bien. J'ai senti que c'était vraiment précieux, que je faisais quelque chose de précieux. Je faisais quelque chose qui avait du sens. Et ce n'était pas de manière superficielle. Non, nous aimons tous nous montrer parfois, tu sais, mais c'était pas ça. Ça me semblait vraiment significatif. C'était vraiment beau. Et je me suis sentie vraiment reconnaissante pour le Reiki. Même pour mon parcours en tant qu'aidante avec les moments difficiles, et ce que le Reiki m'a apporté à travers cette expérience. Comment j'ai appris à réguler mon propre système avec certains choix de santé, avec les pratiques que j'utilisais sur moi et sur les autres. Je crois que ça a empêché mon corps de tomber dans la maladie, pour ainsi dire. Donc, c'était un moment assez profond de voir pour ces dames. Et elles recevaient aussi une supervision entre elles. Elles le faisaient et c'était, tu sais, un soutien. Elles se rencontraient et c'était positif. On n'essayait pas de changer les résultats de santé. On n'essayait pas de changer leur vie. Ce qu'on fait, c'est simplement créer un espace. Un espace et ça suffisait. Et ensuite, nous n'avions pas... Je n'avais pas à avoir d'objectif en dehors de ça, ça suffisait. C'était assez profond, je dirais. C'est tellement puissant de voir ce cercle créé, ce soutien qui naît de cette pratique et c'est merveilleux, surtout pour les aidants, n'est-ce pas? C'est quelque chose de profond. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, c'est pas toujours facile d'être malade, mais ce n'est pas facile de voir les gens que tu aimes tomber malades et d'être témoin de ça, parce que tu te sens impuissant. Et puis si tu es toi-même en bonne santé, il y a aussi ce qu'on appelle la culpabilité du survivant qui peut s'installer, tu sais. Pourquoi suis-je en si bonne santé alors que tout le monde autour de moi est malade? Et ce n'est pas un chemin facile pour être aidant, et ça a un prix. Et je pense que le Reiki m'a aidé à transformer cette expérience en quelque chose de positif. Super, ouais, c'est beau. Et j'aimerais aussi parler, bien sûr, alors tu fais du Reiki, bien sûr, mais tu parles aussi de guérison somatique, n'est-ce pas, du travail corporel. Donc peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement en quoi consiste ta pratique et comment est-ce qu'elle peut soutenir le processus de guérison? Alors, prenons le mot, Sensoma. C'est le nom de mon business. Et quand j'ai trouvé ce nom, c'était au début des années 90, quand je faisais un cours de massage, et que j'ai pensé,
J'ai inventé le mot parce qu'il y avait il y avait un magasin appelé Orosoma et il vendait ces jolies petites bouteilles. Et j'ai vu le nom parce que on devait trouver le nom pour ce business. Et j'ai pensé, oh, comment est-ce que je pourrais appeler mon entreprise? Et je savais que soma signifiait corps. Et donc j'ai pensé sen, comme dans le sens, tu sais, sense. Donc j'ai inventé un peu ce mot et je pensais être intelligente. Et jusqu'à ce que je sois allée en Thaïlande et j'ai réalisé qu'en médecine thaïlandaise, les lignes sen, ça s'appelle sen, sont les lignes d'énergie. Donc oui, quand je suis allée en Thaïlande et que j'ai réalisé, j'étais comme sen soma est littéralement l'énergie et le corps. Et donc essentiellement, ce que je fais, c'est que je travaille avec le corps et je travaille avec l'énergie et je pratique une variété de modalités différentes. Donc la réflexologie plantaire, évidemment Jikiden Reiki, massage thaïlandais, massage de tissu profond, massage indien de la tête, et quoi d'autre? EFT, du tapping. Donc, il y a beaucoup de modalités différentes qui peuvent soutenir le corps physique. Donc, ce que j'ai découvert avec mon parcours personnel dans le travail corporel, c'est que les gens parlaient et commençaient à partager. Donc, je suis allée faire un cours holistique. C'était appelé Spiritual Life Counseling, juste parce que je voulais être présente avec les gens qui commençaient à partager. Mais je suis sortie de ce cours et nous avions appris beaucoup de choses, mais en fait, à la fin, je voulais juste revenir au Jikiden Reiki. Je voulais revenir au toucher parce que je me souvenais que mon premier essai en tant qu'infirmière portait beaucoup sur le toucher. Il s'agissait de la différence entre le toucher procédural et le toucher thérapeutique. Donc j'ai toujours été sur le toucher. Donc pour expliquer le travail somatique, si tu veux, si on cherche une thérapie et que vous allez en thérapie par la parole, c'est un processus de haut en bas. Ouais. Donc si tu parles et si tu as un bon thérapeute, il va te contenir dans un espace sûr et explorer ton passé, toi psychologique. Et il peut y avoir une transformation, il peut y avoir une guérison. C'est une approche de haut en bas. Et nous, en Occident, nous favorisons ce genre d'approche, n'est-ce pas? Cette approche rationaliste, cette approche rationnelle au problème. C'est la manière dont nous sommes élevés en Occident, le cerveau. Avec le travail somatique, c'est l'inverse. C'est un processus de bas en haut. Donc, je veux dire, on peut faire un exemple maintenant. Oui. Alors, ferme les yeux pour un instant. Concentre-toi sur ton tanden. Ressens tes pieds sur le sol. Peut-être place ta langue sur ton palais et remarque comment ta mâchoire s'assouplit quand tu fais ça. Prends quelques respirations profondes jusqu'au ventre avec le sentiment que tu inspires de l'énergie et de la lumière. Et à l'expiration, laisse tout devenir doux. Et maintenant, remarque simplement ce qui se passe dans ton corps, sans jugement. Garde ta conscience dans ton corps. Si ton esprit commence à vagabonder, tu peux toujours revenir à ta respiration et simplement observer ce qui se passe. Donc, par souci de temps, je vais te demander de rouvrir tes yeux. Ah, j'aurais pu rester là. Donc ça, c'est juste le début de la conscience somatique, parce que la plupart d'entre nous, on est beaucoup dans notre cerveau, en pensant dès le moment où on se lève. Parce que je devrais imaginer, à cause de notre conversation et de notre état, que tu es dans un état détendu et calme. Mais quand tu es dans cet état,
Tu vois le monde à travers un certain prisme, j'espère, qui est sécure. Oui. Et tu es mieux équipé pour faire face aux défis inévitables que la vie apporte, n'est-ce pas? Si tu es dans un état de combat ou de fuite, ou dans un état de blocage, alors le monde paraît très différent. Ah oui. Donc une partie de mon travail à travers ces différentes techniques, certaines personnes viennent littéralement parce qu'elles veulent de la réflexologie, elles ne veulent rien d'autre ou elles veulent un massage et c'est absolument correct. C'est le service qu'elles veulent. Mais avec d'autres personnes, on travaille un peu plus en profondeur et l'objectif est de se concentrer sur cette connexion corps-esprit, de les aider et moi-même à reconnaître les états dans lesquels nous sommes et comment ça définit littéralement notre manière de traverser la vie. Donc si nous sommes dans un état de combat ou de fuite, alors les relations vont paraître différentes, les tâches, les objectifs vont peut-être sembler inatteignables. Je pourrais scanner l'environnement pour des choses qui vont m'attaquer ou, tu sais, dans cet état de peur. Donc beaucoup de travail corporel que je fais consiste à aider les gens à réguler leur système nerveux en créant d'abord cet espace comme un espace sûr, sécure. Et pour ça, il faut être dans cet espace soi-même. Donc le Reiki m'aide à rester dans cet espace. Ouais, c'est merveilleux. J'espère que c'est une explication claire. Oh oui, oui, absolument, c'est magnifique. Et en plus, on a eu l'occasion de l'expérimenter. Je suppose que les gens qui écouteront ou verront vont aussi vivre cette petite partie de recentrage. Ouais, c'est juste un petit check-in, parce que combien de fois est-ce qu'on le fait? On n'est pas vraiment encouragé à vérifier notre état dans cette société. Et si on regarde ce qui se passe dans le monde maintenant, avec tellement de divisions, Oui. eh ben c'est nécessaire en fait, cette capacité à rester calme et à réguler notre système nerveux au milieu de tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment important. Ouais. Tu sais, ces pratiques qu'on fait individuellement et collectivement ont de l'importance, elles comptent. Si tu penses au monde comme un système, ce n'est pas une machine. Nos petits actes d'amour, nos petites choses que nous faisons ont un effet sur tout le système. Et ce n'est pas passif, comme certaines personnes disent « Ah, amour et lumière sont vraiment si connectés ». Ce n'est pas passif, c'est actif et puissant. Ouais, absolument. Ouais, c'est beau. Et tu sais, je suppose que tu as déjà en quelque sorte répondu à la question que je voulais poser, mais je vais te la poser quand même parce que je suis curieuse de savoir comment tu vas y répondre. Donc, tu as remarqué des connexions entre le Reiki et les autres modalités, les autres techniques de guérison que tu utilises? Bien sûr, je suppose que tout est connecté d'une certaine manière, mais tu as peut-être mentionné déjà en disant que le Reiki t'aide à vraiment à créer cet espace pour les autres. Mais de quelle manière le Reiki pourrait-il approfondir ta perspective sur les autres techniques et inversement? Dans le sens de la présence qu'il apporte. Parce que comme je l'ai dit dans le cadre de l'infirmerie, tu apprends l'art et la science de l'infirmerie. Tu apprends tes compétences sur le corps, la pathologie, la maladie, mais ensuite, tu apprends que tout le monde ne se présente pas de la même manière, même avec la même maladie, et que chaque traitement ne sera pas le même. Mais on doit utiliser beaucoup de notre esprit rationnel quand on regarde la pathologie, la médecine, les traitements, et c'est merveilleux. Mais il y a toujours un élément d'intuition impliqué lorsqu'on travaille avec les gens. Aucune personne n'est identique. Donc nous apprenons les arts, comme je l'ai dit, de la guérison. Et je sens en moi que si tu es mécanique dans le traitement, le client le sentira. Et tu le sentiras. Et quand on fait du Reiki, le fait que tu sois silencieux, je veux dire, je suppose que je reçois des gens sur une table ou expérimenter le Reiki depuis 20 ans.
Tu apprends à connaître l'agitation dans ton esprit. Tu apprends à connaître l'agitation dans leur esprit. Tu commences à recevoir d'autres niveaux d'informations qui se produisent tout le temps. Donc, tu commences à devenir de plus en plus silencieux à travers les traitements et les soins. Et cette présence qui se construit grâce au Reiki se traduit ensuite dans le travail corporel physique. Donc, tu sais, le massage thaïlandais, en fait, dans l'idée, c'est cette idée de la transmission de metta, qui est la transmission de l'amour. Ouais. C'est fondamental dans leur enseignement, parce que les thérapeutes de massage thaïlandais originaux étaient dans des temples. C'était quelque chose de profond. Donc il y a une similitude là-dedans. Si tu vas pour un massage, tu pourrais aller dans un salon ou en sortir en pensant que ça n'a pas vraiment fait grand-chose. Et ils peuvent être mécaniquement incroyables. Oui. Et avoir une connaissance précise de toutes les insertions des muscles. Et ils peuvent avoir vraiment une bonne connaissance, mais tu n'as peut-être pas ressenti la présence, ce que j'appelle l'art de guérir. Ça, c'est transformateur. Parce que fondamentalement, c'est ce que mon fils dit, l'amour dans tes mains. C'est ça, la chose puissante. Et puis, cette transmission se produit, cette co-régulation se produit, cette connexion se produit. C'est comme si tu fusionnes avec cette personne. Et c'est comme deux horloges qui s'alignent. Elles commencent à fonctionner ensemble et parfois elles pourraient croire à tort que vous faites quelque chose pour elles. Mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'en accédant à cet espace et à cette étendue, elles réussissent à accéder à ça en elles-mêmes. Et je crois que c'est ainsi que le Reiki informe mon travail corporel. Et pourquoi les gens viennent, ils ont une expérience qui n'est pas seulement mécanique. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. Voilà, ça me donne vraiment envie de venir pour un soin chez toi. Parce que les mains, c'est toujours fluide, non? Donc même quand on n'y réfléchit pas, si je fais un massage, l'énergie circule à travers mes mains, non? Oui, mais la qualité de présence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver ou qu'on peut inventer. C'est quelque chose à vivre. Et je suppose que c'est rare de trouver chez des praticiens cette qualité. C'est pas toujours qu'on trouve cette qualité de présence. Non, c'est un processus continu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a les gokai, le miroir. C'est un processus continu et sans fin. Il n'y a pas de fin. Nous n'arrivons pas soudainement et c'est fini. C'est continu. Tant que nous sommes ici dans ces corps humains pour nous connecter à ces sentiments de présence. Ouais. Et j'ai encore une question pour toi. C'est une question que je pose à tous les invités de Reiki Banashi Podcast. Et la question, c'est: si tu avais l'opportunité de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui demander ou simplement lui dire? Je sais exactement ce que je lui demanderais. Parce que d'abord, je lui demanderais s'il pourrait me faire un soin, un traitement. Ce serait pas incroyable? Absolument. Est-ce que quelqu'un a déjà... Non, personne, t'es la première à le dire, j'adore. Elle lui demanderait un soin, un traitement. Oh mon Dieu. Évidemment, je suis assez exigeante, donc non, je lui dirais certainement, s'il vous plaît, faites-moi un soin, un traitement. J'adorerais expérimenter ça et j'aimerais voir comment il le faisait, tu sais, comment il le fait. Et ensuite, je lui demanderais de partager son expérience sur la montagne. Je pense, juste pour rester avec ça, juste pour être... pas seulement comprendre vraiment, mais juste pour ressentir sa présence pendant qu'il raconte cette histoire, parce que on l'a tous entendu de seconde main, tu vois. Donc c'est ce que je demanderais,
un soin et qu'il raconte son expérience. Génial. Ce qui m'amènerait probablement à 1 million d'autres questions si je le laissais faire, mais oui, définitivement. Oui, je suppose qu'à travers le traitement, le soin et à travers l'écoute de sa propre histoire avec ses propres mots, tu expérimenterais déjà sa présence, ce qui enlèverait probablement certaines questions, tu sais, parce qu'on obtient les réponses aussi par la présence de la personne, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai en fait. Et ce serait vraiment merveilleux. C'est ce que je voudrais. Magnifique. Merci beaucoup, Liane. Oh, merci, ça a été un plaisir. Oui, c'est vraiment un parcours tellement inspirant que tu as traversé, tu sais, depuis le dessin de ce petit chemin avec ses mains jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est un voyage riche et profond. Et je suis tellement heureuse que tu aies partagé ça avec nous. Et peut-être qu'avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais encore partager avec nous? Non, seulement que peut-être que quelqu'un doit faire un Reiki Banashi avec toi. Tu en as déjà fait un? Pas encore. Alors peut-être qu'on peut organiser ça, Inina, pour que nous t'envoyions des questions et ensuite tu partages ton histoire. Non, je pense que je suis contente de ce que j'ai partagé. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait autre chose à dire. La seule chose, c'est que je suis reconnaissante et qu'il y a encore du chemin à parcourir puisque j'ai maintenant ce merveilleux niveau Shihan à travers le Jikiden Reiki. Et une partie du processus, en fait, de raconter mon parcours avec toi. Je pense que c'est une partie du processus pour devenir enseignante, n'est-ce pas? Avoir une narration claire et continue sur ton parcours. Elle doit évoluer et changer à mesure que nous mûrissons et grandissons dans notre propre parcours en tant qu'enseignante. Je suis sûre que ça continuera à évoluer et à grandir encore parce que où que nous soyons, nous regardons en arrière avec un nouveau regard. Mais ça a été vraiment agréable de réfléchir et de revoir mes débuts à la distance parcourue, aux merveilleuses personnes qui sont entrées dans ma vie et aux leçons, le bon, le mauvais et le laid, tout le parcours. Donc oui, gratitude. Merci beaucoup. Et oui. Ah, avant de dire au revoir, si les gens veulent te contacter, où peuvent-ils te trouver? Quelle est la meilleure façon de te joindre? Peut-être ton Instagram? Oui, je pense, je suis probablement la plus active sur Instagram. Je faisais un peu de TikTok, mais plus tellement. Oui, je comprends ça. Oui, je pense que quand je publie sur Instagram, ça va automatiquement sur Facebook. Mais j'ai tendance à mettre beaucoup de mes contenus sur Instagram. Et ça contient un lien vers mon site, Sensoma. D'accord, donc quel est ton Instagram? Comment ça s'écrit? C'est une bonne question. Je mettrai de toute façon le lien ci-dessous si tu me le permets. Je t'enverrai les liens. Je t'enverrai les liens parce que je ne sais pas mon nom d'utilisateur par cœur. C'est toujours... Je crois que c'était Sensoma, je me souviens plus. Enfin, j'espère. Je me souviens que c'est là-dedans, mais je ne sais pas si c'est Liane_Sensoma ou pas. Je vais devoir vérifier. Je vais mettre les liens ci-dessous pour tous ceux qui souhaitent te trouver. Le site, c'est www.sensoma.co.uk. Voilà le site. Parfait, je mettrai aussi ce lien. Et oui, Liane, merci beaucoup pour cette conversation merveilleuse et profonde encore une fois. Aussi pour ta confiance, tu sais, et pour avoir partagé ton histoire avec nous. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci, Nina. Tu sais, on va se revoir bientôt, j'en suis sûre. Mais je ne sais pas où dans le monde cette fois. Qui sait? Espérons quelque part d'exotique, mais probablement Margate. Qui sait? Merci, Nina. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Merci pour votre écoute.
Et encore un grand merci à Liane. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Votre soutien et votre écoute comptent énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.